Et oui, c'est Vérité à venir et une nouvelle émission qui est hors série avec différentes thématiques que je vais vous rassembler. On va passer du racisme ou non avec René Martial, notre docteur français qui parlait d'une race résultat que j'aime bien renommer le peuple résultat. Trois points. L'histoire avec un grand H, la biologie et enfin la philosophie. Ce qui nous montre que partout sur la planète, il y a justement des peuples qui existent et qui sont faits par un résultat sur la durée, par la langue qu'ils viennent à partager et également l'histoire. Donc quelqu'un qui arrive fraîchement en France ne sera pas comme celui de souche. Une personne qui se présente au Mali ou encore au Maroc, et on peut prendre bien d'autres patries comme ça, ne peut pas prétendre être, voyez-vous, autant méritant, autant héritier de l'histoire que les personnes qui sont sur place. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, voyez-vous, c'est l'enrichissement partout sur la planète de voir que quand on fait des voyages, il y a des cultures différentes, qu'elles soient culinaires de l'ordre alimentaire ou encore vestimentaire. Et on peut aller dans bien d'autres traditions qui existent, la façon dont les foyers sont entretenus, voyez-vous, la transmission des parents aux enfants. L'éducation n'est pas la même. Et des exemples, il y en a pléthore. Alors pourquoi vouloir faire un multiculturalisme, un métissage de toutes les populations, où en fait on serait un peu au modèle américain, on passe d'un État à un autre et tout se ressemble. Les gens sont pareils, les mêmes comportements, les mêmes modes de consommation. Où allons-nous dans ce mondialisme qui en efface certains en plus, parce qu'on n'est pas dans la sélection naturelle, on est dans quelque chose de l'ordre artificiel, où il est favorisé que certaines populations soient déplacées pour, sur leur contrée initiale, faire tout un tas d'accaparements des richesses et faire en sorte qu'il n'y ait pas, voyez-vous, des nations qui soient fortes. Et ceux qui viennent sur des territoires, par exemple, européens, avec une idée de se venger d'un passé où il y aurait seulement l'histoire qui leur est narrée des méchants blancs, et ou d'un trait, tout le passé de la traite intra-africaine, de la traite arabo-musulmane barbaresque, disparaît d'un coup des livres d'histoire ou est minimisé. Il faut seulement faire porter ça aux méchants blancs et avoir cet esprit revanchard de lutter et de se confronter à l'Occident, qui au passage serait porteur de tous les maux, fornication, génocide, ségrégation et tout ce qui va s'en suivre. Alors, pour tenir mes propos, je m'appuie aujourd'hui sur deux sujets. D'accord. Sur le livre d'une réponse à Rokhaya Diallo, qui est dans un antiracisme, mais qui en fait est là pour porter et promotionner le Black Lives Matter, les Noirs en avant, et pourquoi pas du Maître Gims, il maîtrisait l'énergie, l'électricité avant même Watson et bien d'autres. Et le côté d'Henri Ray, la peur des banlieues, qui a d'ailleurs favorisé un passage au Rassemblement national, anciennement Front National, avec des voix qui se sont multipliées, disant que c'était une folie d'accueillir toute la planète sur notre territoire, que nous n'étions pas, voyez-vous, une déchetterie où on vient y déposer des ordures sans forcément être véhément envers les étrangers, mais pour voir tout de même que l'insécurité a grandi, que les cambriolages, les agressions et bien d'autres choses encore ont bondi par des personnes qui se prennent pour des bandits. Je fais des petits jeux de mots au passage. Donc Rokhaya Diallo voudrait nous laisser entendre que puisque des tirailleurs sénégalais sont mobilisés pour la France, on leur est tous redevables à tous les Sénégalais, même ceux qui n'étaient pas présents. On rappelle, les tirailleurs sénégalais, et paix à leur âme à ceux qui sont tombés pour la France, engagés de force ou non, parce qu'il y en a certains qui sont venus de leur plein gré, peut-être qu'ils sont minimes, ça restera à voir avec les historiens, eh bien, nous leur devons en effet un respect, et comme le disait Jean-Marie Le Pen, il y a eu un problème dans l'héritage qui a été laissé. C'est-à-dire que leurs petits-enfants et leurs enfants méritaient des pensions qui n'ont pas été rétribuées correctement. Donc nous devons par contre revenir sur ces éléments, et ça avec grand plaisir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 200 000 tirailleurs sénégalais avec pourquoi pas 2, 3, 4 enfants. Donc ça, voyez-vous, on est sur l'ordre à peu près du million au maximum, à qui on devrait à la rigueur quelque chose.
Et je grossis les traits. Parce que dans ces périodes-là, on n'avait pas autant d'enfants. Mais je grossis, pourquoi pas. À nous laisser entendre maintenant que nous serions redevables envers toute l'Afrique. Je rappellerai également les Algériens qui étaient sous la colonie, donc la colonisation française, et qui sont venus pour certains combattre par peur de ce qui pourrait advenir si les nazis remportaient. Je remets sur le devant de la scène que ces tirailleurs sénégalais n'étaient pas venus combattre avec les millions de Français bien blancs qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, le nazisme, ça correspond donc à la deuxième. Derrière, l'Europe entière se serait retrouvée entre les mains des nazis. Et l'étape suivante serait été d'attaquer, puisque c'était l'ordre mondial qui était visé par Hitler, donc ils auraient été eux-mêmes victimes par la suite. Et ça n'aurait pas été le même traitement au niveau des colonies que ce qu'ont fait les Français. Non pas que j'applaudisse au passage les crimes, la mise en esclavage, mais que je viens leur rappeler les faits historiques. Qu'on nous vend souvent le fait qu'ils se sont engagés pour la France. C'est faux. La plupart sont engagés juste par peur du nazisme. Ils se disaient, si après les Français viennent à sauter, c'est nous. Voilà la réalité. Mais elle est réécrite par bien d'autres, comme Rokhaya Diallo, qui voudrait nous laisser entendre qu'il n'y a que des héros qui sont venus, engagés, et qu'en plus ils l'ont fait, alors d'un côté soi-disant vaillamment, donc de leur libre conscience, mais de l'autre en même temps qu'ils étaient sous le joug des méchants Français. Ce qui est assez étrange. D'un côté les Français seraient en train de se faire botter le cul, si je puis dire, par les voisins là qui sont radicalisés et qui veulent nous attaquer. Donc on est sur un conflit de blanc contre blanc, hein, voyez-vous. Et on serait déjà à mal, mais on aura encore assez de puissance à l'étranger, et notamment sur les grandes contrées africaines, pour pouvoir forcer des gens à venir. Pendant qu'on a des soldats qui crèvent. Voyez-vous, ça c'est ce qui s'appelle la réécriture de l'histoire. Comme regardez les archives de ce qui se trouvait dans la métallurgie, dans les mines, dans bien d'autres secteurs encore, même du BTP, etc., vous verrez qu'il y avait même des gamins blancs qui travaillaient. Donc si les blancs étaient si méchants que ça et qu'ils exploitaient les noirs, africains, maghrébins, arabes, ce que vous voulez, expliquez-moi comment se fait-il qu'il y avait des enfants blancs qui travaillaient de force, entre guillemets, pour l'effort de guerre. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, les seuls qu'on entend peu parler et qui étaient quand même fortement aussi mobilisés, les Asiatiques? Et ils ne font pas le sketch de c'est nous qui avons reconstruit la France. Parce que je vous l'ai fait l'exercice, quand on va dans les entreprises du BTP, des 30 glorieuses, nous voyons qu'il y a seulement 30% d'étrangers qui sont dans les unités, dans les gens salariés, et que parmi ceux-ci, seulement 22% sont maghrébins. Pour ceux qui veulent aussi nous dire, c'est nous les maghrébins, on a tout reconstruit, c'est faux. Vous étiez 6% dans la main-d'œuvre pour le BTP. Et au total, 30% d'étrangers, majoritairement des Italiens. Ce qui va m'amener après à développer d'ailleurs sur les Italiens pour voir que ce n'est pas du tout une question de racisme, de couleur de peau, mais plutôt de ce qui se ramène à une patrie. Si demain je déplace massivement je ne sais combien d'Espagnols, de Français, de Belges dans un pays noir africain, je pense que ça va faire scandale. On va entendre parler de colonialisme, ça va renvoyer à une certaine histoire ou non d'ailleurs, alors que ces gens viendraient pacifiquement. Par contre, lorsqu'on a une grande proportion de Maghrébins qui viennent en France, on doit se taire et ne pas rappeler par exemple l'ordre barbaresque, où il y avait des blanches qui étaient emportées dans les harems et qui étaient prostituées, ou encore des blancs qui étaient soustraits de leur peuple pour devenir des esclaves. On pourrait ramener la traite slave aussi. Donc en fait, si on se ramène à des dangers passés, on se recrée les conflits du présent. C'est-à-dire qu'on est prêt à fomenter des guerres et à partir ni plus ni moins qu'en guerre civile. Et c'est ce que veulent certains. Parce qu'en fait, leur génération de black, blanc, beurre, voyez-vous, elle veut surtout une unité black, beurre. Le blanc doit disparaître. Et à la fin, eux-mêmes se boufferont entre eux. En fait, c'est du gauchisme, ni plus ni moins. Voyez-vous, le nouveau Front populaire, qui répète la trahison de la nation comme par le passé, est dans le même mode opératoire. Ils font des alliances, mais dès le lendemain qu'ils ont le pouvoir, au moment où tu leur laisses, voyez-vous, un peu de liberté et de puissance, ils se bouffent entre eux.
Donc tu es obligé de reprendre à nouveau les rênes, et pour qu'ils te traitent derrière de facho, ou de raciste, tout ce que tu veux. Pour les colonies, il en a été de même. Les colonies, pour certaines, ont été libérées, à leur demande, voire même, je pense au FLN, voyez-vous, avec des combattants qui sont organisés. Et 50 ans après, même un peu plus devrais-je dire, je crois que c'est 1962 qui se libèrent les Algériens. Que se passe-t-il? Ah bah c'est la corruption à tout va, c'est le pays qui n'exporte pas grand-chose, si ce n'est ses criminels et ses voyous. Si je voulais faire une généralité, parce qu'il y a toujours des très bonnes familles algériennes qui sont en France, bien intégrées, qui travaillent aussi. Donc, vous voyez, on pourrait grossir les traits pour créer le conflit, mais ce n'est pas l'objectif. C'est pour ça que je pense que si on veut vivre en paix, il faut se ramener notamment à ce que je proposais, mais ce qui existe à travers la planète, des camps du travail. Ouais, ça y est, ça renvoie à la Seconde Guerre mondiale ou encore pendant les temps de colonie avec des camps et les gens sont enchaînés à des boulets et jour et nuit travaillent. Je suis en train de te parler de criminels et de délinquants qu'il faut remettre dans le droit chemin. Qu'est-ce que tu me renvoies ça à des belles familles, à des personnes qui ont un peu de galère ou autre, et voyez-vous, qui se débrouillent avec les moyens du bord? C'est parce que je dénonce. Et je pense que je ne suis pas le seul. En fait, lorsqu'on vient à mettre des mesures de bon sens, comme ça remet de l'ordre et que ça paraît radical, il faut, voyez-vous, augmenter la mesure. C'est-à-dire dans la dimension y ajouter, regarde, il parle de mettre des stats ethniques. De facto, ta communauté sera montrée du doigt. Non. Parce que ça permettra de sortir les mauvais éléments et que ceux qui sont bons, qui savent tenir un foyer, qui vont travailler ou non, qui n'emmerdent personne dans leur voisinage, qui tiennent pas, voyez-vous, des stands quelque part de trafic de stupes, de vêtements, etc. Cela évincé, enfin, de toutes parts, on retrouvera une grandeur. D'accord? Donc, je reviens, parce que je suis dans l'introduction avant de vous présenter les ouvrages. Pendant 1947 à 1953, je me suis mis des petits écriteaux là. Voyez-vous, ça ne représente pas grand-chose, mais ça me permet d'avoir les mots-clés pour cogiter. 1947 à 1953, en France, on a 740 000 arrivées d'étrangers, et majoritairement des Italiens, plus de 50 000. On a des Algériens qui repartent massivement dans leur pays. D'accord? Pour, notamment, surtout lors du conflit, essayer de trouver une indépendance. Au passage, vous ne verrez pas beaucoup de patriotes, de nationalistes s'enorgueillir, être hyper fiers, ou même tout simplement faire autant de tirs des applaudissements pour les Algériens qui ont été jetés dans la Seine. Voyez-vous. Il n'y a pas en fait cet ordre. Parce que, voyez, souvent en France, on voudrait laisser entendre que les Blancs qui votent RN, qui sont nationalistes, qui ne veulent pas trop se mélanger, c'est-à-dire ils sont pour une immigration, mais à contrôler. Eh bien, il faudrait nous faire passer pour des radicaux qui aimons le sang, et si on ne pouvait demain à nouveau, on ferait des colonies, on viendrait à faire des agressions ou autres. Non, 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 non. Donc, jusqu'en 1962, la première nationalité étrangère qui vient en France, ce sont les Italiens. Suivi de près par la suite, de 1962 où ils étaient 90 000 à 1982 où ils sont 760 000, des Espagnols et Portugais. Donc des pays en fait voisins qui pourraient s'assimiler. Et pourtant on a quand même des conflits, et c'est là où j'en venais, avec les Italiens. Ah, vous me direz, les Italiens ils sont blancs et ils sont quand même assez catholiques dans la plupart des cas. Pourquoi ça ne matcherait pas? Bah parce que la mentalité italienne n'est pas la mentalité française. Parce que il serait raciste de penser que parce que blanc, et pourquoi pas catholique, on est tous les mêmes. Ce serait comme si on disait que le Cameroun c'est égal au Sénégal et c'est égal également à l'Afrique du Sud. Alors que pas du tout. Il y a plein de différences. Que ce soit par leur ingénieur, que ce soit par la langue qu'ils parlent, entre guillemets, avec le dialecte qui est propre au pays ou à certaines contrées, par les tenues vestimentaires et bien d'autres choses. Mais pour la France et l'Italie, il en est de même. Et lorsqu'ils sont présentés massivement en France, il y a eu des mauvais comportements, que ce soit des petites mafias qui s'organisaient ou non. Donc un rejet, le rejet de l'autre, qui est pourtant, là, était européen et voisin. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire, cette Rokhaya Diallo, sur cette partie de l'histoire?
Les blancs racistes de blancs. Je sais pas, vas-y, trouve-nous quelque chose, un subterfuge. Notre Rokhaya Diallo qu'on attend tant sur l'antiracisme. Envers les pauvres noirs, les pauvres maghrébins. Alors que là, on va rappeler l'histoire aujourd'hui de quand sont arrivés majoritairement les Africains en France. Dans une période où il n'y avait plus de travail. Où en fait, l'industrie n'avait plus besoin de main-d'œuvre. Et que le pays a quand même fait en sorte qu'on puisse les accueillir dignement par la construction de HLM entre autres, et qu'on ne les laisse pas crever la faim dans la misère, mais qu'il y ait une mobilisation nationale par la solidarité, notamment du revenu minimum d'insertion, je crois, le RMI. Je ne sais plus exactement ce que veut dire son nom, on le retrouvera après, qui est devenu le RSA par la suite. Pour permettre à des gens, jour et nuit, eux de ne pas travailler et de cracher sur les autochtones. Et ça fait plus de 50 ans que ça dure. Donc, pour revenir, le côté de la droite raciste, comme nous disait Rokhaya Diallo, pour elle, la droite, en fait, elle est raciste parce que si tu n'es pas blanc et catholique, tu n'es pas accepté. Et je viens de vous prouver le contraire, puisque les Italiens ont été rejetés. Et ils étaient blancs et pour la plupart catholiques. Bon. Donc c'est pas une question seulement de religion et de couleur de peau. Rokhaya, c'est un chaos technique que l'on te place, à toi comme à tous les, voyez-vous, Black Power ou encore les DZ ou tout ce que vous voulez, ceux qui se croient les numéros 1 de la planète. Moi, je parle de peuple résultat. Et je pense que, voyez-vous, si demain on acceptait que tout le monde soit en France, qu'on ne fasse pas de différenciation avec le peuple de souche, et à ce moment-là, nous, on va s'expatrier. Et on demandera ce qu'il n'y ait pas de différence. Vous l'avez fait en France, alors qu'on va se présenter au Sénégal ou encore au Maroc ou en Algérie, par exemple, pour citer que ceux-ci, vous ne devrez pas faire de différence entre nous et vous. Ah ben non, on sera fraîchement arrivé, on aura obtenu notre papier et on aura le droit aux mêmes aides, on aura le droit, voyez-vous, au logement, etc. C'est bizarre parce que dans certaines parties du monde, on n'offre même pas la chance aux étrangers d'être propriétaires. Tu as droit qu'au mur et pas au sol, parce que tu n'es pas un autochtone. En France, on a quand même, voyez-vous, non pas un système de racisme, voyez-vous, qui serait systémique. Une discrimination qui serait ambiante. La preuve que non, tout le monde peut être propriétaire. Du moment que tu as l'argent à poser sur la table. Et il y en a bon nombre qui sont issus de l'Afrique, qui ont été des grands travailleurs, qui ont su aller à l'usine ou encore monter en compétences et être chefs, etc., monter même leur entreprise, et qui sont devenus propriétaires en France. Ou même des influenceurs des réseaux sociaux qui sont propriétaires en France. Donc, c'est une question de volonté. Mais les mêmes que vous entendrez chialer sont ceux qui ont fait des prêts qui ne savent pas du tout maîtriser un budget, ceux qui ne payent pas leur loyer parce qu'ils préfèrent dépenser ailleurs ou se prendre les vacances une fois de temps en temps pour retourner à leur bled, ou encore pour entretenir les familles, etc. à l'étranger, ce qui au passage est de l'évasion de richesses du territoire. Vous voyez, si on était vraiment raciste, on aurait interdit tout ce qui est Western Union, tout ce qui est Transcash, etc. Là, tous vos transferts. La preuve que vous n'êtes pas dans un pays raciste. Et je peux comme ça énumérer bien d'autres choses. Baladez-vous dans les villes et vous regarderez le nombre de boutiques exotiques, de restaurants, qu'ils soient africains ou non d'ailleurs. Alors, c'est beau de crier un racisme. Les mêmes qui arrivent dans le système dont ils parlent, soi-disant qui les exclut, à monter des associations par dizaines, centaines, milliers, et après, une fois qu'elles sont structurées, à tirer des subventions plus des aides de la mairie. Et à nouveau, on va nous laisser entendre qu'ils sont mis de côté. Le Tour de France. Donc là, je vais vous énumérer quelques petites actualités où, en fait, c'est les Blancs qui sont dans le viseur dans leur propre pays. Par exemple, on nous a dit, le Tour de France, les cyclistes, il y a trop de Blancs. Est-ce que c'est parce qu'on n'inclut pas assez les gens de banlieue ou les Africains et qu'on ne leur donne pas tout le matos gratuitement? En fait, même là, on pourrait le faire, hein, leur donner tout le matériel. Ça n'en fera pas pour autant, voyez-vous, des gens qui s'engageront dans ces branches. Parce que bon nombre préfèrent juste chialer jour et nuit. La télévision, trop de blancs. Mais moi, si je vais en Afrique, est-ce que j'ai le droit de dire qu'il y a trop de noirs à la télévision? Ou si je vais en Asie, de dire qu'il y a trop d'Asiatiques qui sont représentés, où sont les blancs? C'est bizarre, parce que d'ailleurs, c'est toujours les noirs et les arabes qu'on entend sur ça, et jamais les asiatiques. Pour dire qu'ils ne sont pas du tout représentés dans les JT ou encore dans les films et les séries. Et je rappellerai Patrick Artus qui nous disait là récemment dans un de ses magazines,
en tout cas il a pris position, qu'il fallait faire en sorte que dans le cinéma, on arrête avec les mauvais rôles donnés aux Noirs et aux Arabes et qu'on les mette toujours maintenant dans les bons rôles. Faire de la discrimination positive. C'est également le côté où on voit les étrangers, donc arrivés, on va dire pour les Africains depuis 1974 en France, hein, et les Africains noirs un peu après encore, à trouver illogique que la majorité des propriétaires, que ceux qui possèdent des entreprises ou sont directeurs ou ont des postes très importants sont blancs. En fait, pour eux, c'est illogique d'être dans un pays où on a des entreprises qui, pour certaines, sont centenaires ou plus, de voir des blancs à leur tête. Et au passage, moi qui fais le tour de certaines entreprises, que ce soit la CARSAT, que ce soit la Banque Postale, que ce soit le Crédit Agricole, que ce soit également Enedis, que ce soit bien d'autres entreprises comme ça, voyez-vous, j'élargis mes sphères de compétences, et j'ai trouvé dans toutes ces entreprises de la diversité. Et dont même certaines qui pouvaient venir avec le foulard. Ce qui me dérange pas en soi, tant que c'est pas le voile intégral, moi, c'est comme nos bonnes sœurs, ça me pose aucun problème. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur ça. Mais c'est pour vous montrer que leur racisme est imaginaire. Et qu'ils se condamnent d'eux-mêmes. D'accord? Donc, sur le côté qu'il y ait plus de propriétaires blancs, c'est tout à fait logique. Même si petit à petit, on nous pousse à la ruine pour favoriser les étrangers. La fierté noire, l'excellence noire, comme le disait Rokhaya Diallo, c'est admissible. Par contre, si moi demain je dis je suis fier d'être blanc, et je vous dis, hein, parce que je les emmerde, ces antiracistes, ces gens de peu de qualité, et non pas que je sois raciste, hein, ça sert à rien de vouloir tronquer mes propos, je suis fier d'être blanc. Et je porte, voyez-vous, mon peuple résultat au bout. D'accord? Je n'effacerai jamais ma culture comme il y a certains blancs pour se faire accepter dans les quartiers, voyez-vous. Eh voilà, voilà. Alors qu'ils ne seront jamais acceptés comme justement ceux qui jurent à ce point-là. Qui au passage sont une honte des fois pour leur propre communauté. Et je peux citer bien d'autres exemples. Moi, fut une époque, j'ai côtoyé les panafricains. Et je suis en accord avec eux sur certaines choses. Mais je leur ai toujours dit par contre. Moi, je ne porterai pas et je ne vous suis pas redevable. Donc les fardeaux du passé, les colonialistes, ou encore ce que vous laissez entendre pour certains qui auraient eu que des collabos en France, les pétainistes, je vous emmerde. D'accord? Je suis blanc et fier de l'être. Ça vous plaît pas, c'est pareil. Il y en a certains, des fois, ils voudraient même, quand ils entendent ça, tu sais, ils sont choqués, ils sont là en mode... ils essayent de trouver touche pas mon pote ou je ne sais quoi, va les chercher. Et je vous attends. La Rokhaya Diallo, c'est la personne qui veut dénoncer, voyez-vous, il faut Black Lives Matter, tous le poing en l'air, on est là, comme aux États-Unis, à la Malcolm X, défendre les nôtres, même s'il lui était plus intelligent, ou à la Benjamin Franklin par exemple, voyez-vous, en mode pour dénoncer, être fondateur de quelque chose de nouveau. Elle nous dit, là, il y a 3-4 jours, ce qui est incroyable, la photo du NFP m'a ébloui. Sous-entendu, il y a trop de blancs. Dans la politique, il faudrait donc de la diversité. C'est bien parce que la gauche, qui depuis des années se met en place dans les associations, se positionne en politique, etc., voyez-vous, pour les autres à la place des nôtres, se retrouve maintenant carrément dans leur groupe à être dénoncés par ceux qui voulaient, entre guillemets, mettre en avant. Et leurs petits protégés sont en train de vouloir les expulser de leur parti et les remplacer. Et ça, c'est magnifique. Alors, comme je le disais, nous ne sommes pas redevables de génocide, nous ne sommes pas redevables de massacre de l'histoire, parce que dans ces cas-là, on pourrait revenir nous aussi et demander réparation à des Romains, ou encore aux traites barbaresques, ou à d'autres qui ont pu faire également, voyez-vous, des exploitations d'êtres humains d'Européens ou de Français. Donc ça va 2 minutes en fait, les revendications, on s'arrête où dans l'histoire? Il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, qui met le cursus? Voyez-vous, le curseur pour s'arrêter là? Dans ce cursus quelque part de toujours chialer et demander à l'autre de l'entretenir. Pour ceux qui vous sentez mal en France, parce qu'il y a trop de koufars, etc. Hijra. Un mot, hijra, vous le savez. Pour ceux qui trouvent qu'il y a trop de blancs en politique ou je ne sais quoi,
et bah, c'est la rémigration. Allez dans votre pays, allez défendre d'abord vos tribus ou encore, voyez-vous, vos villages, ou pour ceux qui êtes de plus haute intensité, vos villes, voire vos nations. Portez vos revendications là-bas, faites cesser Bolloré, etc. Nous, on ne sera pas à pleurer. Si vous, si vous arrivez à faire condamner Bolloré, très bien. Et il nous donne rien à nous. Les très riches familles qui sont venues exploiter certains territoires ne donnent rien à la plupart des Français. Et vous le voyez très bien, la preuve, parce qu'il y en a bon nombre qui crèvent la faim, comme ceux qui ne travaillent pas. Alors que nous, on a des grands-mères et des grands-pères qui, toute leur vie, ont travaillé durement, ont sué pour, voyez-vous, rapporter un peu dans l'assiette. Parce qu'on n'était pas aux mêmes époques, au même confort qu'aujourd'hui. Et ils se retrouvent maintenant à 800 euros ou 900 euros de retraite, quand certains sont arrivés de l'étranger, n'ont jamais travaillé, ont posé les pieds sur le territoire et ont dit « je veux la SPA ». D'accord? Donc il y a un moment, vos discriminations, ça va 2 minutes. Les Sénégalais, comme on le disait tout à l'heure, étaient 200 000, les Maghrébins, etc., aux alentours de 500 000 à 1 million. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on est redevable envers toute l'Afrique. Le Pen, le 12 février 2007, je vous ai repartagé ce contenu, a été excellent et a montré qu'on ne pouvait pas accueillir toute la planète en France. Parce que ça mènera, et il l'avait très bien vu, à la situation actuelle, qu'on en laisse certains dans des tentes, qu'il y ait les collines du crack, qu'il y ait finalement un effritement de la nation. Donc, ce que je vous présenterai plus tard, à une fracture identitaire. À une fracture identitaire, au passage, je vous dirai celui-ci aussi, les Africains en France, où on voit qu'il y avait certaines choses inadmissibles, comme, je crois que c'était en France et dans le pays voisin en Belgique, des zoos humains, et on se demande bien qui avait le goût de l'exotique, pour aller voir des tribus qui avaient été sorties de, voyez-vous, de leur continent pour venir en Europe. Qui pouvait bien avoir un intérêt pour regarder quelque chose d'exotique, des êtres humains mis comme des animaux. Si ce n'est des socialistes à nouveau sectaires qui veulent toujours « Ah, c'est magnifique, c'est une culture différente. Un Indien dans la ville. » Ce genre de choses, en fait. Ça a toujours été les socialistes. Les nationalistes, ils n'en ont rien à foutre de l'Africain. Qu'est-ce qu'ils vont aller dans un zoo regarder ça, entre guillemets, voyez-vous, ce qui était inacceptable des pratiques de l'époque. Le patriote, il veut seulement ses frontières. Il accepte qu'il y ait de temps en temps quelques gens qui viennent, mais il refuse à ce qu'on crée des minorités ethniques. Et pourtant, aujourd'hui, on les voit revendiquer soi-disant des minorités ethniques de Noirs, minorités ethniques d'Arabes, minorités ethniques ou encore minorités religieuses, par exemple les musulmans, alors qu'ils sont des millions. Minorités des handicaps. Mais en fait, quand on assemble toutes des minorités, on se rend compte que la seule minorité qui existe, c'est les Blancs, et sur leur propre territoire. Les catholiques, et sur leur propre territoire. Donc il faut arrêter un peu la mesquinerie à un moment ou à un autre. Les moqueries, ce genre de choses. Je le disais, ils veulent un métissage. J'ai d'ailleurs un autre ouvrage sur ça, mais je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui, qui montre qu'ils veulent, voyez-vous, blanc, noir, etc., faire éclater ça et à la place que du métissage. Et la majorité de demain ne sera donc plus blanche ni noire, mais métisse. C'est l'objectif qui a été porté par Sarkozy, dont je vous avais reporté un de ses discours, je crois que c'était en 2009, et également par Patrick Artus, là récemment, qui parle de panne démographique en Europe, au moment où ils ont bien étendu tout ce qui est avec Simone Veil, de l'IVG, IMG, des pilules du lendemain, des protections pour avoir des rapports de fornication, et donc ne plus fonder des familles. C'est terminer ce modèle, à la place, c'est comme des animaux, comme je le disais, ces gens sans foi qui ne sont jamais satisfaits des partenaires au point où ils s'échangeraient 100 fois. D'accord? Donc 100 fois sans la spiritualité et 100 fois le nombre, voyez-vous, qui ramène à des multiples conquêtes parce qu'ils ne savent pas se poser. Donc les familles ne sont pas là. Au point même où l'éclatement arrive par ces Françaises traîtres à la nation, comme elles l'ont été pour certaines, à aller coucher avec les nazis. Aujourd'hui, elles font de même avec les nouveaux colons. Je ne les compare pas, je ne les mets pas au même rang, mais on est quand même sur une colonisation de territoire et de ventre. Et ces petites salopes, comme je le dis et je le répéterai tout le temps,
qui, aujourd'hui, veulent nous donner des leçons en plus à nous, autochtones. En nous disant, tu dois accepter, il est comme nous, mais au sein de leur foyer, vont par exemple arrêter de consommer certaines charcuteries, vont se mettre à se convertir, et bien d'autres choses encore. Et vous le voyez par les réseaux sociaux. J'ai par exemple en tête, là, voyez-vous, parce que ça remonte dans les fils d'actualité, sur Perpignan, vous avez un influenceur qui s'appelle Nasdas. Et vous avez une femme, jeune femme, on va dire ça comme ça, Lorraine, Laura, je sais pas comment elle s'appelle, bref. Elle s'est mise à sortir avec un arabe, qui l'a convertie, soi-disant qu'elle allait se convertir avant, etc. Elle apprend qu'elle se fait tromper alors qu'elle est enceinte. Elle reste avec. Elle apprend qu'en fait, il l'a pas trompée une fois, mais plusieurs dizaines de fois. Et elle veut carrément, voyez-vous, oublier ça. Alors qu'elle sait qu'il recommencera, puisque dans sa religion, il a droit à 4 femmes. Mais elle reste avec. Et elle porte l'enfant de cette personne-là. Voilà les Françaises d'aujourd'hui. Celles qui sont tombées dans les abysses et qui à la fin termineront avec des bébés métis. Et on le voit, 1 à 2 millions de femmes sont aujourd'hui en monoparentalité. L'homme s'est barré. Alors certes, c'est pas que des métis, pas que des traîtres qui ont été avec des Arabes, des Noirs, des Asiatiques, ce genre de choses. Mais ça montre quand même que elles sont en fait ce qu'on appellerait des serpillères. Des serpillères à l'étranger. Ni plus ni moins que là pour éponger ce qui peut en sortir entre guillemets. Je sais que je peux paraître vulgaire et un peu hard dans ce que je tiens comme propos, mais c'est la réalité. Parce qu'on leur a laissé mijoter que le blanc était trop fragile, pas intéressant. Que ouais, c'est bien le côté un peu de la racaille, etc. Oh, c'est cool, il parle en arabe, c'est différent de ma langue maternelle. Elle qui déteste tant son père et sa mère. Voilà, parce qu'on leur a créé un esprit de rébellion. Et en même temps, on leur a donné la voie de la fornication et l'envie d'être tout, sauf, on va dire, de son peuple. Donc tout ce qui peut exister, elle va le prendre, sauf de ce qu'il y a de son peuple. Voilà ce que j'appelle les traîtres à la nation, qui avaient d'ailleurs été déjà embarqués dans ces phénomènes-là lorsque les occupants nazis étaient en France. Voilà, ce sont des occupants différents, mais on retrouve les mêmes comportements. À se demander d'ailleurs si c'est pas de mère en fille que ça se transmet, ce genre de traîtrise, ce genre de comportement inacceptable. Et le plus grave, c'est que ces mamans solo, celles qui se sont fait tringler à tout va, parce qu'on va parler durement aussi, elles vont à un moment ou à un autre se rendre compte qu'elles ont ce besoin affectif. C'est des femmes. Et qu'elles sont tombées que sur des hommes qui avaient eux seulement un besoin compulsif. Impulsif ou non d'ailleurs. Hein, qui vient seulement de l'instant T, il a envie de la forniquer, il va trouver toutes les démarches, les belles paroles, etc. Puis une fois qu'il a tiré son coup, il passera à autre chose ou il passera ça à son pote. Parce que c'est les démarches d'aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on voit bien la différence entre une certaine France qui a existé avant qu'il y ait les mouvements migratoires, où il y avait la question de fiançailles, de mariage, d'un certain rapport, voyez-vous, avant mai 68, et l'après. Où il n'y a plus de limite. Et ça va dans des caves, et ça se, entre guillemets, s'échange avec les potes et les potes et les potes. Ça en termine en bouillie, voyez-vous. Et c'est à la fin, cette pomme pote, hein, si je fais des petits jeux de mots entre guillemets, voyez-vous, c'est-à-dire que c'est la pomme qui a été mangée, à la fin elle en devient toute ramollie, et, vous voyez, ça se ramasse à la petite cuillère, comme on pourrait dire. Si je fais des petits jeux de mots, si vous arrivez à suivre. Ces femmes-là vont demander après à être vues comme des princesses ou des reines, et surtout vont s'orienter vers les autochtones. Moi je l'ai déjà dit, elles n'ont plus de valeur. Ça y est, leur dignité est terminée. Va élever ton gamin seul. Et ce qui est incroyable, c'est que ce modèle est rendu possible par les vrais travailleurs, c'est-à-dire les gens qui vont quand même porter la nation, comme moi et bien d'autres. On va travailler, on paye ou non des impôts, on a la TVA, on a telle et telle taxe qui viennent à s'ajouter en plus sur notre salaire. Et à la fin, pour que ça vienne dans les recettes de l'État, et qu'au nom de la solidarité, on vienne à ces mamans solo qui ont été traîtres à leur nation et à leur peuple, à leur donner un logement, à faire en sorte que les gamins puissent être gardés, qu'ils puissent être éduqués, qu'ils partent en vacances, on leur donne à manger gratuitement, bref, on les entretient. C'est quand même dingue, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment de civilisation où on entretient les traîtres. J'appelle pas à leur nuire, à leur malheur, à ce genre de choses. Ce que je dis, c'est que le constat est là.
la France, nous sommes tombés assez bas. Il est venu le temps de récupérer le pouvoir et de faire cesser tous ces déboires, toutes ces déboires. D'accord? Donc leur discrimination positive, favoriser les autres à la place des nôtres dans les écoles, dans l'accès à certaines associations. Et à un moment, il va falloir stopper tout ça et je pense établir des stats ethniques, que ce soit dans la criminalité, la délinquance, ce genre de choses. Et je revenais d'ailleurs à ce phénomène rapidement de quartier, plutôt de celui-ci, à la peur des banlieues, où c'est que vous avez vu le rapport à la femme vraiment violent, bestial, dans ces banlieues, qui n'ont pas été habitées que par des Africains. Mais dans ces endroits où petit à petit la ville a fait en sorte que la démesure ait sa place. Donc trafic de femmes. Où vous retrouvez majoritairement les trafics de jeunes filles ou de jeunes femmes. Ah, parce qu'ils n'ont plus de limite, hein. Ils ont descendu comme ça l'âge. Dans leur religion apparemment ça pose pas de problème. Où ils ont descendu les cursus. Vous le voyez très bien. Le curseur, dans ces pratiques ignobles dans les quartiers. Et il y a des témoignages par dizaines, par centaines, des victimes qui se retrouvent entre les mains de Nigérians ou de Sénégalais ou encore de la mafia des aides et ce genre de choses. Après, on va me dire qu'il n'y a pas de sujet. Qu'elles y vont de leur plein gré, alors qu'en fait, ils ont très bien mesuré les stratagèmes qu'ils utilisent. Des jeunes filles qui sont en perte de repères, qui ont été placées à la DAS parce que justement leurs parents, instabilité, ils ne savent même plus se tenir, ils en deviennent des fauves quelque part. Les gamins qui se retrouvent isolés. Il n'y a personne pour les accompagner. Ils vont dans la rue. Et ces jeunes filles qui rapidement vont aller dans les soirées où on leur donne alcool et drogue, elles pensent imaginer, voyez-vous, s'enlever tous les problèmes de santé et tout ce qui leur travaille dans la tête. Et petit à petit, c'est les autres qui s'insèrent. Allez, viens, t'inquiète, on va te faire gagner des sous. Et qui prennent sur les passes largement ce qu'il leur faut. Au point où des fois, certaines même ne sont même pas payées. Mais même si elles sont payées, c'est atroce. Et qu'on ne fasse pas croire que c'est que les comptables, les blancs qui viennent consommer, c'est un mensonge. La plupart de ces racailles dans ces quartiers, par exemple, dès le plus jeune âge, pour eux, entre guillemets, il est honteux d'être puceau, voyez-vous, de se conserver, donc il faut aller se dévergonder. Avec qui? Pas avec celles de leur communauté, parce qu'elles doivent être, entre guillemets, pieuses. Donc ils vont aller payer, mettre des tarots, ou pourquoi pas exploiter certaines blanches qui sont perdues. Et ça, c'est un des sujets qu'on devrait traiter. Stat ethnique. Finir avec ces bordels-là là, qui mettent des mineurs en plus dedans. Faire condamner, mais dans des camps vraiment du travail, établissement de camps de travail, tous ces criminels. Et ça, c'est que quelques mesures qu'on peut proposer. D'accord? Donc après, comme je disais, leur donner le bon rôle au cinéma, la discrimination positive, le côté de la panne démographique. Sauf qu'il y a un problème, parce que ce n'est pas les femmes qui font venir majoritairement en Europe. 7 migrants sur 10 sont des hommes. Donc la panne démographique voulue, c'est seulement de séparer les blancs des blanches pour que les blanches soient traîtres. Et d'ailleurs, il y a certains blancs qui fassent le même phénomène aujourd'hui. On le voit avec le métissage, ils se mettent avec des noirs notamment, ou des maghrébines, mais on va dire c'est parce que celles-ci se sont retrouvées détournées du regard par certains membres de leur communauté. Donc c'est par dépit. D'accord? Comme je le disais, dans les HLM, et on ne me l'aura pas en me disant « Ouais, mais t'as vu la stat que t'as sortie de F2 souche, c'est seulement sur les populations étrangères, donc ça ne représente pas le vrai parc immobilier. » Je vous invite à aller dans toutes les cités, faire un comparatif aujourd'hui avec ce qui leur sort de vos parents et qui vous disaient à l'époque, pour ceux qui y êtes, ou de vos grands-parents, ou peu importe de proches. Vous verrez une chose, c'est qu'avant, il y avait la mixité. Mais que les Africains débarquant sont venus avec tout leur bordel. Et avec leurs mômes qui n'arrivent même pas à tenir, qui partaient faire des cambriolages ou brûler des voitures, etc. Et ils savaient très bien qui viser. Pas la voiture de tonton, ou pas la voiture encore de Hamed, ou de Moulou, ou ce que tu veux. Non, non, c'était bien la voiture de François ou de Patrick. D'accord? Et ça a amené après donc, au HLM, les gens les ont quittés. Et donc concentration de population étrangère qui d'ailleurs ont été... on se demande, hein, soi-disant, il n'y a pas de répartition ethnique, alors qu'on se retrouve avec des bâtiments
majoritairement africains noirs. D'autres secteurs majoritairement, on va dire, maghrébins. Mais on nous dit non, il n'y a pas eu de... C'est le pur hasard. Ne vous interrogez pas, c'est le pur hasard. Donc derrière, comme le disait Le Pen, selon les critères sociaux, ceux qui sont dans la plus grande demande dépendance vont passer prioritaire. En clair, les Africains fraîchement arrivés, ben on va les loger immédiatement, dans des HLM ou dans les hôtels à grands frais par les autochtones. L'autochtone comme moi, parce que j'en suis un exemple, qui fait une demande de HLM et il ne demande pas un T3, un T4 ou ce genre de choses, par exemple pour une personne seule, un T2. Ça fait bientôt 3 ans que je demande sur Nantes. Et j'en vois qui sont à peine arrivés, ils l'ont. Hein. 3 ans. Où je me retrouve, moi, on va dire, à payer des loyers de 600 balles. Pour 30-35 mètres carrés. Alors que dans un HLM, pour la même dimension, et vraiment c'est le même confort, il n'y a pas de différence, je me retrouverai à payer à 400 balles. D'accord? Donc tous les mois, je me fais bouffer 200 balles. Et on m'oriente vers le privé. En me disant, tu sais, dans le privé, c'est la même chose que l'HLM. Non. Le privé, il y a derrière une obligation de gagner 3 fois le loyer. Expliquez-moi, qui gagne aujourd'hui, par exemple, un T2 dans Nantes, c'est à peu près 700 balles, qui gagne au minimum 2100 euros. Je peux les faire. Je les ai déjà fait, mais ce que je veux dire par là, c'est euh, dans ma situation, ça peut passer, mais dans d'autres. Et moi, jamais, justement, je m'orienterai vers ça. Pourquoi c'est moi qui vais me retrouver à payer 700 balles pour la même superficie que ce que je pourrais avoir à 400 balles? Je suis quand même dans mon pays, bordel de merde. Ça fait quand même 3 ans que j'attends. Non, parce que, en fait, voyez-vous, les travailleurs sociaux font en sorte de te dégoûter et de te débouter. Donc, t'enlèves ta demande par lassitude, parce qu'ils t'ont fait attendre. Sauf qu'ils tombent sur des têtes dures comme moi qui vont pas laisser tomber. Donc, ils vont être obligés à un moment ou à un autre de me proposer quelque chose. Mais c'est pour vous dire, hein, ils font en sorte. Et il y a des familles, des fois, qui sont à 2 doigts d'être à la rue. Il y a même des Français qui perdent leur logement parce que dans le privé, c'est trop cher. Et encore une fois, pourquoi on arrivait à de tels tarifs? Par les APL. Parce que l'aide pour le logement, c'est positionné pour les Africains qui ne travaillaient pas majoritairement, il faut dire les termes, vu qu'on voulait les loger, donc ils n'avaient pas de revenus, il fallait les aider. Ça a permis à ces boomers, ceux qui nous disent il faut absolument importer les autres et les favoriser sur notre territoire, eux, à investir dans le logement social privé ou public, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça. Apprendre. Ah, les chèques, eux, ils les prennent bien. D'accord? Donc c'est les boomers aussi qui font partie du problème. Et à augmenter les loyers. Comme le disait Simone Weil, et bah la veille, elle on la laisse en veilleuse, nous nous retrouvons déracinés de notre territoire. Et après, le plus grave, c'est que j'entends des Rocaille Diallo dire les blancs ne subissent pas de discrimination. Qu'est-ce que tu en sais? La plupart de ceux qui sont dans ma situation ne parlent même pas. Ils en ont marre et contrairement à vous, là, les chouineurs bon qu'à ça, à toujours vous scander, à faire vos manifestations, à vendre des t-shirts, Adama Traoré, ou ce genre de choses, où on vous emmerde d'ailleurs sur vos démarches, et moi je le dis fortement et à visage découvert, comme tous les autres d'ailleurs, hein, toujours à chialer sur leur Naël ou je ne sais quoi, j'en ai rien à foutre. Paix à son âme parce que personne ne doit mourir pour ça, mais maintenant il y a un moment où il faut remettre de l'ordre aussi. D'accord? Donc qu'on refasse l'historique de tous les autochtones blancs qui ont été tués face à vôtres, soi-disant, qui subissent la persécution imaginaire. Ok? Moi, ce que je vous dis, c'est les autochtones en France, la plupart n'ouvrent pas leur bouche. Parce qu'on les persuade qu'ils sont privilégiés. Qu'il y a un privilège blanc alors qu'il n'existe pas du tout, la preuve. Et je ne suis pas seul dans la situation, 3 ans. Quand d'autres attendent à peine un an. Et il y a bien d'autres exemples comme ça. Je vous avais cité notamment cette grand-mère que j'avais au téléphone dans la démarche d'un prêt bancaire, etc., où elle avait du mal à payer, et j'essayais de l'orienter, de trouver une solution avec elle. Et elle me disait que pour accéder aux associations alimentaires, il fallait passer par un assistant, une assistante sociale, d'accord, un assistante sociale, et obtenir un document, puis se présenter à la Banque Populaire, au Resto du Cœur, à ce genre de choses, pour qu'après on vienne à leur dire ah non, il y a trop de monde chez nous, il faut aller ailleurs.
Ou encore, il faut faire la queue. Et majoritairement, les Africains ont les techniques, se passent les poussettes et les gamins et passent prioritaire. Je vous l'avais déjà dit. Et nos anciens se retrouvent avec des trucs racistes. Mais je disais à la dame, vous attendez quoi pour parler à visage découvert ou à saisir un média? Il n'y a personne qui s'intéresse à mon cas. On ne m'écoutera pas. Et c'est bizarre parce que à France Télévisions, on a vu notamment Jacques Cardoz qui disait que certaines thématiques n'étaient pas traitées par exemple, complément d'enquête pour ne pas faire monter le Rassemblement national. Donc, je vous répète, combien de gens sont dans ma situation ou d'autres que j'ai pu vous énumérer, mais n'ont pas d'écho. Parce que ce n'est pas bankable, ce n'est pas vendable. On préfère prendre Mamadou qui vous dit qu'il a mis son CV dans 10 entreprises et qu'il n'a pas été recruté et qui vient chialer alors qu'il se présentait en retard ou alors son CV, il y a une phrase sur deux où il y a des fautes. Ou... Bref, il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est d'ailleurs, au passage, comme je le disais, regardez, si moi je vais visiter un logement, comme ça a déjà été le cas, et je ne suis pas sélectionné parce que je n'ai pas 3 fois le loyer. Par exemple, je n'ai pas 3 fois 800 € par mois sur mon salaire. Est-ce que je dois crier à la discrimination? Non. Si je me présente et je les ai, mais je ne suis pas en CDI. Et il y a Marfoud qui vient, par exemple, ou encore Jezabel qui passe. Et un des deux, là, moi je ne l'ai pas. Est-ce que je dois crier au racisme? Non. Pour un emploi, c'est exactement pareil. Ceux qui crient au racisme ne vont jamais mener l'enquête de savoir celui qui a eu le poste après, si c'était un blanc, un arabe ou autre. Juste, ils ont été refusés, et de facto, c'est un blanc qui a été recruté. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ça? Rien. Parce qu'en fait, ceux qui établissent les statistiques, qui font leur enquête, les font seulement dans un biais cognitif. Pour favoriser un discours en disant, regardez, on a émis tant de CV, et le Mohamed a été discriminé. Sans expliquer d'ailleurs que des fois, il y a eu des problèmes aussi avec la peur des banlieues. C'est-à-dire des personnes qui ne vont pas être productifs au travail. Parce que toute la nuit, ça tire des pétards, ou ça fait du bordel avec les crosses, ou ce genre de choses. Ou encore parce qu'il y a déjà eu, comme ça a été dit par M. Le Pen, certains qui ont recruté 1, 2, 3, et ça s'est mal passé. Et au 4e recrutement, ils se sont dit, allez, c'est bon. Et rappelant qu'apparemment les Blancs, nous serions majoritaires dans le pays, ce que je veux bien entendre s'il n'y a que 20 millions d'étrangers, faut-il encore revoir les chiffres? Donc, ça veut dire qu'il y aurait à peu près 40 millions de Blancs et 20 millions d'étrangers. D'accord, même si bon, dans les 40 millions, il n'y a pas que des Blancs. Allez, on va dire 35 millions de Blancs et après il y a les enfants, il y a ce genre de choses. Donc, il y aurait quand même plus de probabilité qu'un Blanc se retrouve recruté dans une entreprise. Donc, à nouveau, dans les chiffres, entre guillemets, qui sont sélectionnés, il faut aussi mettre ça dans la balance. C'est comme Rokhaya Diallo qui nous parle de contrôle au faciès. S'il y a un contrôle, je sais pas, à la Courneuve, pour citer que cette cité, c'est normal que majoritairement c'est un noir ou un maghrébin, entre guillemets, qui va être contrôlé, puisque les personnes qui résident là-bas sont à majorité, on va dire, de ces pigmentations-là, on va dire de noir à jaune, ou à métis, si vous préférez. Alors, elle est où la discrimination? Vous voyez, pour qu'il y ait une discrimination, il faudrait qu'il y ait une égalité du nombre de personnes et que majoritairement, on se dirige sur une d'elles. Or, là, on est dans des majorités, c'est-à-dire dans les quartiers à majorité arabe ou noire. Donc, c'est logique que les flics, lorsqu'ils viennent à contrôler dans ces secteurs-là, le fassent sur ces populations. Autre facteur, celui de voir que dans la récurrence des personnes qui tiennent les trafics impliquées dans les agressions, coups et blessures volontaires, ces profils en ressortent. Et que les caméras de surveillance peuvent le prouver. Que les témoignages des victimes acquiescent également dans ce sens. Donc, Rokhaya, où es-tu? Si pour toi tu es rassuré qu'il y ait des chances pour la France, je te propose, à ce moment-là, d'établir des stats ethniques. Les chiffres ne mentent pas. Certains diront qu'ils sont instrumentalisés, peut-être. Mais les chiffres, quand ils seront établis sur les personnes victimes, les personnes coupables et ce genre de choses, pourront attester de la réalité. Et c'est d'ailleurs le cas avec notamment un des bilans que je vous avais partagé, où on n'a pas de chiffres ethniques, mais déjà on a les étrangers.
africains en France qui représentent 3,5% de la population. Et dans certaines affaires, notamment coups et blessures volontaires, il me semble, représentent plus de 20 000 à 40 000 affaires par an. 20 000 à 40 000 agressions par an d'Africains qui n'ont même pas leur papier. Donc, ça va bien 2 minutes. C'est comme l'autre jour, je vous ai partagé une petite vidéo, enfin un extrait d'un direct de personnes qui sont intéressées pour investir en Afrique et y retourner, pourquoi pas créer de l'économie, ce qui est très très bien. Moi, je les favorise même. Vous voyez, il y a des Français qui sont d'origine étrangère et vous ne m'entendrez jamais en tant qu'autochtone de dire que leur argent, qui est dans leur compte bancaire, qu'ils ont gagné avec le travail ou autre, ils ne doivent pas le réinvestir dans leur pays d'origine. Donc à nouveau, c'est que nous ne sommes pas racistes. D'ailleurs, au passage, le racisme, c'est donc des races et les hiérarchiser. Dire il y a des supérieurs et des inférieurs. Or, ce n'est pas mon propos, puisque je vois seulement des récurrences de certains comportements qui sont laissés faire et qui proviennent d'Afrique. Et à ce que je sache, l'Afrique n'est pas qu'une race, c'est plusieurs peuples. Et dans les chiffres qui ressortent, si on mettait en place les camps d'enfermement, avec le travail qui suit derrière, il n'y aurait plus de discours à tenir. Puisque en France, nous avons des Maghrébins très bien insérés, par exemple en professeurs de mathématiques, en médecins et bien d'autres domaines, ou encore dans les livreurs et ce genre de choses. Et je pense au passage big up à Modé, même si peut-être qu'il passe plus sur YouTube. C'est pour ça que il faut arrêter comme ça de nous faire passer pour des racistes, des gens qui sont endoctrinés et qui voient seulement la perfection blanche et les autres imparfaits. Pas du tout, puisque, je l'ai déjà dit, dans notre propre peuple aussi, il y a du nettoyage. Ceux qui détournent l'argent, les pédocriminels, bien d'autres secteurs encore, ceux qui font du travail au black. Il y a un moment, il faut cesser aussi ces conneries. Et ceux qui font des agressions, il en existe aussi, ou qui dégradent encore le bien commun. Maintenant, à titre comparatif, si vous êtes dans l'honnêteté intellectuelle, qui fait majoritairement des vous voyez, des vols à l'arraché, des violences sur les grands-mères? Je crois pas que c'est des blancs. Qui fait majoritairement, encore une fois, des coups et blessures volontaires, des cambriolages et bien d'autres choses? Le recel. Vous le savez très bien. Qui tient les trafics de stupes, etc. Arrêtez un peu de dire, mais si ça vient, c'est que c'est l'État qui favorise. Peut-être qu'ils sont laxistes. Mais ne faites pas les victimes. Vous savez très bien qui tient les fours. Derrière, pour revenir à ce que je disais, et enfin on aborde les livres, dans les HLM prioritaires, donc comme je le mettais, c'est les étrangers, et je vous ai donné l'exemple que j'ai tiré en longueur. Les subventions aux associations, on en a parlé, les aides municipales, le RSA, plus APL, plus les transports gratuits, plus. Il y a un moment, stop. Allons à ce livre, à la page numéro 7. Le Black Lives Matter à la sauce française compte quelques figures médiatiques connues, parmi lesquelles Rokhaya Diallo. La croisant depuis longtemps sur les plateaux de télévision, j'ai de la sympathie pour elle, nonobstant ses idées détestables et l'obsession raciale qu'elle partage avec toute sa famille idéologique. À la page numéro 8, on a cette femme qui nous parle de racisme d'État, dont on vient de prouver le contraire, et parvient en prime à importer le concept raciste et racial de privilège blanc, dont je viens de mettre KO par un exemple parmi tant d'autres que vous pouvez retrouver en interrogeant les autochtones. Vous verrez qu'il n'y a pas de privilège. Et d'ailleurs, en fait, même mieux, je vous modifie. Il est où notre privilège? Est-ce qu'on a accès à de meilleures écoles que vous? Est-ce que nous avons, par exemple, lorsqu'on demande des appels, plus d'appels que vous? Genre, il y a une ségrégation, pareil pour le RSA ou le chômage? Je vous pose la question. On cherche des statues à déboulonner, des œuvres à expurger, des expressions à censurer. Cette nébuleuse brouillonne se fabrique aussi une égérie. Assa Traoré. La seule d'ailleurs apparemment qui ne semble pas être délinquante parmi toute sa famille. Qui faisait partie des enfants plus ou moins sages de cette tribu délinquante devient la nouvelle Angela Davis, ce qui lui vaudrait
ce qui lui vaudra même les honneurs du Time. Et au passage, je crois que c'était des loups-boutins qu'elle portait, vous voyez. Elle aime pas les blancs, mais elle aime quand même bien s'approprier la culture. Ça me rappelle Rokhaya Diallo qui disait que il y en a qui s'approprient la culture noire. Et c'est pas la seule qui en parle. Donc quelqu'un qui se fait des tresses ou ce genre de choses, c'est s'approprier la culture noire. Les Vikings n'en faisaient pas. On ne doit pas en parler. On ne doit pas en parler parce qu'apparemment, comme le disait le président Macron et bien d'autres, il n'y a pas de culture blanche ni culture française. Allons à la page numéro 12. Il nous dit, cet écrivain Cyril Benassar, « J'émets toutefois une réserve, je ne suis pas de ceux qui honnissent votre personne, et j'ajoute au risque de vous sembler sexiste et un peu paternaliste que j'admire la jeune femme vaillante et courageuse que vous êtes, qui s'expose pour défendre des idées auxquelles je suis déterminé à opposer une résistance acharnée en les dénonçant pour ce qu'elles sont, fausses et étrangères, contraires à nos traditions et à notre idéal républicain et français. Je le ferai dans l'espoir que nos compatriotes les rejettent et les renvoient dans les campus où elles sont nées, au pays des appartenances raciales et communautaires, des obsessions victimaires et revanchardes. » Exactement ça. Victimaires et revanchards. Comme si d'ailleurs nous étions tous les blancs, descendants de colons, d'esclavagistes, voyez-vous, persécuteurs, de ségrégationnistes, et que seraient tous issus de pauvres victimes. Parce qu'il n'y a que des anges. En Afrique, il n'y a que des anges. Les albinos, là, qui se font découper pour leur rite ou ce genre de choses, non, c'est des anges qui le font. Les sacrifices vaudous, c'est des anges qui le font. Les persécutions des blancs, ou encore quand un blanc se présente dans leur quartier, ce genre de choses, et je parle bien en Afrique, on ne lui fait pas le même tarif, parce qu'il n'y a rien qui est affiché, et donc c'est à la tête. Le local, on lui fait un prix, le blanc, lui, on le multiplie par 10. Ça, c'est la vraie ségrégation, dont vous êtes au courant. Et c'est le cas partout en Afrique. Et je pense même que c'est répandu dans d'autres contrées sur la planète, où le local, on lui fait un prix et l'étranger un autre. Il y a, on va dire qu'en Europe, où nous, on a développé la civilisation et on ne fait pas de différence. Étrangers comme autochtones, le prix est le même. Mais, apparemment, c'est là où nous serions dans un privilège blanc. Ah non, 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 non. Et il y a plein d'autres exemples encore. Je vous dis aujourd'hui, vous mettez des likes et vous partagez parce que c'est du chaos technique avec de l'intelligence et des preuves. Allons à la page numéro 13. Pour dénoncer votre idéologie anti-française, votre projet de standardisation américaine de la France par le campus et par le bas, je ne reproduirai pas certains de vos propos en les tronquant comme vous le reprochez à certains d'entre nous. Par exemple, quand elle a tenu des propos avec Ben Laden. Je vous invite à revoir même l'échange complet. Selon Rokhaya Diallo, ça ne pose pas de problème. On m'a pas laissé terminer ma phrase. On m'interrompait, regardez les blancs. J'ai été forcé dans mon islamo-gauchisme à me poser sur ça. Et même si vous et moi connaissons la mascarade d'un Ben Laden soi-disant jeté à l'eau selon une tradition qui existe de je ne sais où. Sur ça, on ne se leurre pas non plus. Je ne vous jugerai que sur pièce, sur la base de ce que contient votre lettre ou sur ce que je vous ai entendu dire à la télé ou à la radio, consterné par le manque de répondants de certains de vos contradicteurs qui, par délicatesse ou par lâcheté, par galanterie ou parce que vous êtes issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, marchent sur des œufs en prenant des pincettes quand il faudrait mettre les pieds dans le plat et rendre les coups. Je vous ferai l'honneur dans la bagarre rhétorique et idéologique qui nous oppose de vous traiter ni comme une femme, ni comme une noire, mais comme une redoutable adversaire. Mais pas comme une ennemie. Je ne vous confonds ni avec Assa Traoré, ni avec Ouria. Page numéro 14. Quelques années à écouter la matinale de France Culture ou le 28 minutes d'Arte ont éveillé mon esprit critique et mon sens du discernement.
J'ai trop souvent entendu des chercheurs dans le sens du vent et de l'histoire nous affirmer la main sur le classeur épais de leurs recherches et travaux qu'il n'y a pas plus d'immigrés aujourd'hui qu'hier, que l'immigration est une chance et une nécessité pour la France, que l'intégration se passe bien, que la délinquance des jeunes est en baisse, qu'à l'école le niveau monte et que la domination masculine est en Occident. Désolé pour vos recherches et travaux, mais je n'écoute plus ces scientifiques engagés qui ont des lunettes qui regardent ailleurs, des jumelles qui regardent ailleurs, des microscopes qui regardent ailleurs et des caméras qui filment ailleurs. C'est-à-dire que ce qui était même inscrit dans les livres scolaires, c'est vous dire, qu'il n'y avait pas plus d'immigrés hier qu'aujourd'hui était un mensonge. Et on l'a prouvé à de multiples reprises. Le remplacement s'effectue. Il suffit de se balader en ville ou encore de voir les chiffres de ces 20 millions d'immigrés descendants d'immigrés, qui ne viennent pas que d'Afrique, hein. Mais 20 millions de ces immigrés descendants d'immigrés depuis plusieurs générations, 2, 3, 4, tout au plus. Quand dans ces journaux, ces recherches, ce côté de France Culture financé par nos subventions, nous autochtones, entre autres, on vient nous marteler de tas de culpabilité et nous dire que nos sens nous trompent, que les milliers de victimes qui témoignent des agressions, des vols, c'est des racistes. Que le remplacement, non, c'est une illusion d'optique. Nous avons, voyez-vous, une vision qui focalise, qui finalement vient à zoomer que sur certaines parties du décor. Parce qu'on a la haine de l'autre. Regardez ça. Il a quand même raison également sur ces chercheurs donc, qui nous trompent. À la page 18. Je pratiquerai donc l'écriture exclusive, celle qui, par égard pour le lecteur, écarte tout ce qui enlaidit et alourdit un texte, tout ce qui transforme les lettres en un parcours du combattant intersectionnel hérissé d'obstacles en un tract, tout ce qui méprise la forme dans son souci de ratisser large plutôt que de viser juste. Dois-je préciser, lorsque j'écris lecteur, que je m'adresse aussi aux lectrices? Pensez-vous qu'avant vous, on écrivait homme sans penser aux femmes? Pensez-vous qu'une femme ne puisse pas être émue aux larmes par la poésie de François Villon quand il nous écrit, je cite, « Frères humains, qui, après nous, vivez » Ne voyez-vous pas ce que vous perdez s'il faut dorénavant écrire frères et sœurs, humains, humaines, etc. Dois-je ajouter que j'inclus, même si je ne les mentionne pas à chaque phrase, tous ceux qui ont le genre qu'ils veulent et la sexualité qui va avec ou pas? Adresser des listes d'acronymes qui se veulent exhaustives, mais qui n'en finissent jamais, on risque non seulement de faire ressembler nos écrits à un sketch des Monty Python, mais aussi d'oublier certaines pratiques cocasses et déroutantes, mais qui ne nous regardent pas. Êtes-vous bien sûr, Rocailla, cher Rocailla, lorsque vous alignez des lettres dans les listes longues comme les bras de n'oublier personne? Il est certainement louable d'avoir une pensée pour les LGBT, etc. Mais où sont donc, dans vos manifestes et dans vos pétitions, les autres, les oubliés de la famille sexuelle, marginale dont la liberté et le libertinage font la joie, du monde libre et la discrétion son élégance, les échangistes, les voyeurs? Et après, bon, il va un peu loin dans ses dérives, mais c'est pour montrer que où on s'arrête. Lui, il met les sadomaso, les adeptes du fist fucking, les coprophages, ceux qui bandent quand on les lange, bref, voyez, je pense qu'il aurait mieux fait de limiter un peu son propos. Mais ce qu'il entend et qui est tout à fait juste, c'est de dire quand on parle, par exemple, des Français, pourquoi on est obligé de dire les Blancs, les Noirs, les Arabes? Pourquoi quand on parle, par exemple, dans un discours, on dit les hommes et les femmes? Humain, humaine, vous voyez, écriture inclusive. Ça en devient illisible, incompréhensible, et c'est de trop. Chacun se reconnaît dans un bon discours. Je ne sais pas ce que fait mon... J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous, mais la lumière, et vous, elle sautille un peu. Pourtant, il n'y a rien dans le décor. Bon, passons. Page 21.
Racisme imaginaire, j'ai mis. Contrôle aux faciès, ah oui, c'est là où on en vient. À présent, qu'entre nous la glace est rompue et les préliminaires passés, entrons dans le vif de nos sujets. Je persiste à vous accuser de vous abreuver d'un racisme imaginaire, et comme vous nous invitez à nous astreindre à un minimum de discipline intellectuelle, je vous renvoie le compliment. Manifestement, en vous fondant sur des études qui prouvent que les jeunes hommes perçus comme noirs et arabes sont 20 fois plus contrôlés que les autres Français, vous en déduisez que le choix des policiers est racial ou raciste. Alors aujourd'hui, que la police s'est diversifiée, comment expliquer ça? J'en vois déjà arriver. Ceux qui disent le nègre de maison, le bounty. Ah, c'est les mêmes, au nom de l'antiracisme, qui disent ces propos. Ils les tiennent parce qu'ils sont obligés. Le noir, le métis ou l'arabe qui est entré dans la police et qui vient à contrôler, entre guillemets, ce que j'apprécie pas forcément, mais ses confrères, vous voyez dans le terme, ça en fait d'un bounty ou ce genre de choses. D'un traître. Et pourtant, les statistiques ethniques nous sont interdites par ces mêmes gens. Et au passage, 20 fois plus contrôlé, il faut le prouver. N'allez-vous pas un peu si vite? Et c'est comme, voyez-vous, si moi je suis contrôlé, en campagne par exemple, je crie à l'antiracisme, contrôle d'alcoolémie. Par exemple, hein, en campagne, c'est souvent ça. Ils arrêtent les gens sur le bas-côté, contrôle d'alcoolémie, on va vérifier, etc. Et si tu vas, on va dire, près des bars, par exemple, et que tu pars après vers un rond-point, en général c'est comme ça où ils se positionnent, je pense que dans le mois, tu es au moins contrôlé 2 ou 3 fois. Et pourtant, tu es blanc. Alors tu dois crier à quoi? À une discrimination parce que tu es sorti d'un bar. Et pour les quartiers, il en est de même. Où se situent majoritairement les trafics de stupes et ce genre de choses? Dans les quartiers. Donc, quand il en sort des gens, il y a des points stratégiques. Il est normal qu'il y ait des contrôles de véhicules, qu'il y ait des tests de stupéfiants et ce genre de choses. Il y a des comportements associés à des tenues vestimentaires, si je puis dire, qui favorisent certains contrôles. Ou encore ces wesh wesh qui insultent à toute la journée la police. Et les vidéos sont là. Donc à nouveau, la discrimination, elle est dans leur tête. Ce sont des malades de leur imaginaire. Eux qui te disent que les blancs sont racistes et qu'ils ont peur de noirs ou d'arabes qui ne leur veulent aucun mal. Ce qui est vrai pour la majorité, devrait-on dire. Il y a quand même une minorité au QTF qui va tuer des gamins, qui va sabrer comme ça des gens dans la rue, qui va les planter, qui va... Et il n'y a pas que des false flags, hein, ça faut arrêter. On sait très bien la guerre de 4ème révolution dont je viendrai vous reparler. Donc il lui dit après, n'allez-vous pas vite en besogne là où vous allez vers ce que vous voulez démontrer? Cette enquête ne manque-t-elle pas un peu de rigueur ou ses conclusions d'honnêteté? Un reportage diffusé à la télévision sur les contrôles aux faciès donnait dans le cadre d'un micro-trottoir la parole à un homme, habitant d'Evry, adulte et honnête ou perçu comme tel, par sa tenue, son attitude et noire, qui expliquait aux journalistes qu'en réalité, la police ne contrôlait pas tous les noirs, ni n'importe quel noir, mais une petite minorité d'entre eux bien visible, mais pas par la couleur de leur peau. Et au passage, quant à des gens qui ont les yeux rouges, remplis de sang, et qui ne sont pas forcément liés à la consommation, mais qui peuvent être dus à des problèmes de santé, la police a quand même des suspicions. D'accord? C'est tout à fait logique. Allons à la page, je vous ai mis numéro 22. Ah oui, ça c'est pas mal. Il précisait que les policiers ne portaient pas leur attention sur les noirs en costume ou sur les arabes en tenue de travail, mais sur les noirs à capuche ou les arabes aux casquettes à l'envers. La police, comme tous les professionnels de la sécurité, les vigiles des magasins, les videurs des boîtes de nuit, les agents dans les transports, surveillent en particulier les jeunes qui ont choisi, par leur accoutrement et leur comportement, pour faire court, là je m'en bats les couilles attitude, de ressembler étrangement à ceux qui lui donnent du fil à retordre, un peu trop souvent. Votre militantisme ne veut pas voir cette réalité simple. Ces contrôles et ces surveillances ne relèvent pas du racisme, mais du profilage. Du profilage, cette technique policière de croisement d'indices et de connaissances permettant de cerner des personnalités probablement plus délinquantes ou criminelles que d'autres. Donc après ça continue. Ces pauvres petites victimes de réel et incontestable acharnement des policiers par les contrôles aux faciès ou des vigiles, très souvent noirs aussi,
par les filatures appuyées dans les supermarchés ou les rejets à l'entrée des boîtes de nuit, ressemblent comme des clones à ceux qui parlent fort au cinéma, qui passent devant vous quand vous faites à la queue, qui posent leurs pieds sur les banquettes du métro, qui fument dans les trains, qui voyagent sans payer, qui taguent les murs des villes, qui vous demandent agressivement une clope en vous croisant, qui vous forcent à descendre du trottoir, qui réveillent tout un quartier en passant dans les rues avec leur engin bruyant et qui font des rodéos, qui font à plein gaz les rodéos là, en pleine nuit avec des voitures, ou autrement même avec des voitures volées aussi, mais aujourd'hui c'est la technique des crosses. Hein. Et en Y. Bah là c'est pareil, il disait à cette époque, et ça va être repris dans La peur des banlieues, que des gens vont carrément aller voler des voitures et ils vont faire leur rodéo, dérapage, burn, tout ce que tu veux, et après ils vont les brûler. Et qui brûlent également le drapeau français. C'est pas des blancs. Voilà. Donc à un moment, il faudra limiter les conneries. Page 24, alors je vous ai mis quelques petites choses également, je vais peut-être les lire comme ça. L'antiracisme empêche de montrer les coupables, ça c'est fort. Voilà, cher Okaya, qui sont les modèles, les héros, les frères et les cousins de ces jeunes victimes d'un racisme fantasmé. Ces voleurs, ces violeurs et ces assassins qui sont parmi nous et que l'antiracisme nous empêche de montrer du doigt, de stigmatiser, les clones de ceux pour qui vous voudriez que l'on s'indigne parce qu'ils sont contrôlés plus que les autres, comme c'est le cas pour Naël. Vous devez pleurer sur quelqu'un qui conduisait sans permis à toute allure, qui mettait en danger la vie de je ne sais combien de personnes, qui sortait l'argent d'on ne sait où, peut-être des trafics, et bien d'autres, tous ceux qui l'ont entouré, qui sont autant coupables. D'accord ? Si vous voulez mon avis, et je pense qu'il est largement partagé, le problème n'est pas que la police, les contrôles, mais que la justice ne soit pas foutue de les empêcher de nuire, de nous protéger de ceux qui arrachent les colliers de nos mères et de nos grands-mères, à nous autres blancs, car on voit rarement des vieilles dames voilées ou en boubou traîner sur plusieurs mètres pour quelques euros et finir leur vie à l'hôpital à cause d'une agression, et ce, sans que l'on vous entende dénoncer une délinquance raciste. Ah, ils sont où leurs propos pour dénoncer Rachid ou encore Mamadou ou Imoud ou bien d'autres? Ils sont où leurs propos pour les dénoncer, ces gens qui ont agressé les vieilles blanches ou les blancs, pour les vols à l'arraché, qui ont traîné des grands-mères au sol, qui les ont frappés, qui les ont attachés à leur domicile, traumatisés pour le restant de leur vie? Ou, pour certaines, elles n'ont plus de famille et donc elles sont toutes seules chez elles. Et au moindre craquement, au moindre bruit, elles paniquent que ce soit pas à nouveau quelqu'un, un intrus qui soit chez elles, pour les voler, ou pire encore. Parce que les femmes voilées, ou celles qui sont en boubou, ou ce genre de choses, en fait, qui renvoient aux communautés noires ou maghrébines, vous en entendez dans l'actualité qui se font voler, qui se font harceler chez elles, etc. Non. Il y a quelques faits à l'étranger où il y a eu maintenant là, 2-3 crétins qui sont mis à arracher les voiles comme des idiots, qui sont à condamner, mais qui représentent peut-être 4-5 affaires. En France, 2-3 connards qui tiennent, voyez-vous, des propos en fait, qui n'arrivent même pas à argumenter, donc ils sont obligés d'aller, même pas à se confronter, on va dire, avec les hommes, mais ils vont voir les femmes. Vous voyez, ça c'est des lâches. Il y en a combien? À chaque fois, c'est filmé. Vous avez peut-être une dizaine d'affaires sur 2-3 ans. Par contre, nous, nos grands-mères qui sont harcelées. Nous, nos anciens dans les quartiers, où ils ont été forcés pour certains d'être des nourrices. Où des petits branleurs sont venus squatter carrément chez eux. On détruit leur boîte aux lettres, les ont mis dans un inconfort, etc. On taguait leurs portes, ou vont faire du bruit tard le soir à côté de chez eux, ou dans les halls, traînent, pissent sur leurs portes, et bien d'autres choses. On n'entend pas parler. Et je peux aller plus loin dans les démonstrations. Ça, c'est tout ce que le gauchisme, le socialisme sectaire, le SS en question, empêche aux Français autochtones de voir. Parce que ceux qui sont dans les HLM, peut-être que fut une certaine époque, les cloisons n'étaient pas bonnes, et on en reparlera. Donc on entendait tout chez les voisins. Aujourd'hui, les logements sociaux sont quand même fortement améliorés. Il existe, pour pas cher, des moyens d'isoler, voyez-vous, du son, pour éviter de déranger les voisins ou d'être dérangé. Ça coûte pas cher, c'est des mousses que tu mets sur le mur. Il y a bien d'autres choses encore. Donc ils ne peuvent pas se plaindre du même inconfort que par le passé. Par contre, ces gens-là ont leurs petits rejetons qui vont faire des tags.
qui vont aller s'amuser à brûler les boîtes aux lettres ou à les dépouiller pour voler les colis, vont défoncer les portes au point où elles ne ferment plus, le truc magnétique, on va dire, qui permettait, vous voyez, en appuyant, en passant le badge, de couper par l'électricité ou non, d'ailleurs, qui passe, ce genre de choses. Ils ont détruit tous les modèles. Les lumières, des fois, sont carrément arrachées. Bref, il y a bien d'autres choses encore. Ils pissent dans leur propre hall. Pour certains, ils vont même jusqu'à chier. Et après, il y a des agents de nettoyage qui peuvent être autochtones ou non, et qui, eux, le lendemain, se récupèrent ça à faire. En dehors des poubelles que ces gens n'arrivent même pas à respecter parce qu'ils jettent par la fenêtre. Ils ont l'impression, et comme le modèle en prison, vous voyez, dans certaines prisons, c'est les crasseux, ils jettent tout par la fenêtre. Et après, ça va pleurer, c'est sale, ça pue. Il y a les rats. Et bah, dans les quartiers, c'est exactement la même chose. Et vas-y, que je te jette ça par la fenêtre, etc. Et ça, c'est les mères de famille, hein, souvent. Ils vont me dire que je mens, moi. Ceux qui habitent dans les quartiers, vous savez très bien comment ça se déroule. Les poubelles qui sont remplies parce qu'ils ont la flemme, ou carrément, ils vont dans le vide ordure et ils te jettent le sac juste à côté. Parce que flemme d'ouvrir la petite trappe qui mène après à mettre ça dans le conteneur. Et il y a bien d'autres exemples encore. Page 25. Donc les femmes blanches agressées, comme je l'ai mis. Le 26, contrôle véhicule car beaucoup de fausses plaques diplomatiques aussi. Ensuite, page... j'ai des petites notes comme ça pour les livres. Page 29, fausse discrimination à l'embauche, ça c'est pas mal. Ceux qui te disent « je me lève pas pour 1200 €. Et que Pôle emploi force quand même à aller à un entretien d'embauche. Donc ils mettent toutes les chances de leur côté de ne pas être recrutés. Et lorsqu'une asso ou autre vient et leur met la caméra ou le micro face à eux, c'est « je trouve pas de travail, je suis discriminé ». Et en plus, le pire, c'est qu'ils se prennent pour des alphas, ils se prennent pour des hommes comme s'ils ramenaient tout à la maison. Alors que quand ils tombent, par exemple, au EPS pour leur petite affaire de merde où ils arrivaient à peine à tirer 700 balles par mois, c'est leur mère qui les entretiennent, c'est leur femme qui paye l'avocat, c'est leur femme qui va travailler, qui des fois est dans le nettoyage ou se retrouve en remise en rayon, ce genre de choses. Mais dehors, ça fait la racaille, ça fait le voyou, c'est lui l'homme, c'est comme le modèle à l'ancien, il ramène tout dans l'assiette. On les voit, ces profils. Après, il y a les autres. Il y a les travailleurs, ceux qui sont dans le BTP, qui sont également, voyez-vous, dans le transport, dans bien d'autres domaines. Même dans la télécommunication. Qui s'en donne les moyens réussit. Et surtout en France. Ils ont eu tous accès à l'école républicaine, où dans une classe, tu n'as pas de différence entre le blanc et le noir. Le cours est donné à tout le monde. Donc c'est pareil. Le seul moment où ils sont sentis discriminés, c'est parce qu'eux sont arrivés dans leur modèle de c'est le zoo ici. Et on se comporte comme des animaux, entre guillemets. On fout le bordel en classe, on retourne les tables, on est là en train d'écrire dessus, les chaises, on les défonce. Et après ils vont dire, regardez le matériel. Et il est arrivé comme ça. Comme par magie, c'est les blancs qui ont débarqué dans vos classes, qui se sont amusés à tout détruire, à brûler, voyez-vous, à mettre des chewing-gums ou ce genre de choses pour bien rendre la classe dégueulasse. Pour qu'après, comme ça, vous soyez discriminés. Non. Non, non. C'est vous, les gens de quartier, qui ne savaient pas vous tenir, qui avaient des parents qui vous marbent pour certaines fois parce que vous leur faites honte, mais à d'autres moments prennent position pour vous face à une prof, parce que vous arrivez bien maintenant à jouer de leur émotionnel. Ou de leur lacune dans le français. Parce que certains ne sont pas venus pour s'intégrer, c'est McDo. Je viens comme je suis. Et de toute façon... j'ai besoin du français que pour les démarches. Donc, comme je ne veux pas apprendre le français, que j'aime pas la France, je vais aller voir les assistantes sociales qui vont me faire tous mes documents, merci la France, pour que je puisse toucher toutes les aides. Et mes enfants vont apprendre ce qu'il faut, etc. Mais moi, je parlerai dans ma langue. Et j'enseignerai à mes enfants à détester, à avoir l'esprit revanchard, etc. Ce qui se passe avec certaines communautés. Donc l'histoire des CV où ils étaient discriminés, c'était faux. Il y avait eu des CV anonymes qui prouvaient que même un Bernard pouvait être discriminé parce que c'était plutôt notamment les lieux qui dérangeaient, entre autres, lieux de résidence, et que ça n'avait rien à voir avec une couleur de peau. On peut aller plus loin comme ça, mais je pense que je vous ferai un deuxième épisode
voyez-vous, qui sera encore plus complet. Je pensais tout vous faire en une fois, mais je vous avoue que là, l'heure se continue et j'ai d'autres choses de prévues. Dans ce livre-là, je vous dis juste, hein, c'est un avant-goût. Donc, les idées mêmes de l'introduction du RMI en 1988, un revenu minimum parce qu'il n'y avait plus assez de travail pour les étrangers. Donc, comme quoi, hein, sans les étrangers, la France ne serait rien. C'est un mensonge. La plupart, depuis qu'ils sont arrivés les années 74, ont seulement été au RSA, au RMI à l'époque, entretenus par la société Appel et tout ce qui s'ensuit. Les banlieues de la peur, banlieues de l'islam qui étaient inscrits, le pari de révolution, le rejet de l'étranger. Donc les Français de souche ont l'impression d'être minoritaires sur leur pays, minoritaires également dans l'accès aux droits, minoritaires dans bien d'autres choses, mais par contre prioritaires pour tout donner et pour travailler. La crise du logement social, du chômage, d'exclusion, etc. Donc on reviendra sur ça. Et les investissements dans les quartiers, hein, par milliards de francs à l'époque et aujourd'hui par milliards d'euros dans tous les quartiers. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. À très bientôt.